Bonjour. L'autre jour, suite à la diffusion de la vidéo sur Weiwei, j'ai eu quelques commentaires qui me disaient qu'il fallait réécouter parce que c'était difficile, d'autres que c'était ardu, etc. J'en conviens tout à fait, hein. Weiwei, il est de cette sorte de gens d'une génération. Il y a lui, Robert Linson, à un moindre degré Roger Godel, qui avaient des langues extrêmement compliquées à suivre. Euh, je ne dirais pas que c'est inutile, mais je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus accessible et on peut dire autant. Mais je sais que pour ma part, j'aime beaucoup Weiwei et j'aime beaucoup les notions de noumen et de phénomène qui ont d'ailleurs grandement influencé, par exemple, Ramesh Balsekar. Noumen et phénomène qu'on retrouve chez Kant, mais pas de la même façon. Et donc, les phénomènes, vous voyez ce que c'est le monde phénoménal, tous les objets, et les noumens, c'est la pure subjectivité. C'est ce qui ne peut ni se penser, ni se concevoir, ni se saisir, mais qui est la source de tout, et l'espace où tout jaillit, dure un moment, puis disparaît. Je le dis comme ça pour que ce soit un peu accessible. Voilà. Donc, cet ouvrage, alors voilà, on m'a parlé de celui-ci en me disant qu'il était vraiment très difficile. J'ai eu 2 commentaires, un qui me disait qu'il faut avoir un mental vraiment aiguisé et l'autre que c'était très, très difficile. Alors, dans les 2 cas, oui, je suis pas sûr qu'il faille un mental très aiguisé, c'est plutôt un mental entraîné à ce genre de pirouettes, de jonglerie, du zen tel qu'il était présenté par ceux que j'ai évoqués, Robert Linson, etc., qui avaient lu D.T. Suzuki, le grand spécialiste du zen de l'époque, et qui en avait retiré, je crois, une terminologie un peu trop compliquée, sans doute pour notre époque à nous, qui est moins cultivée. Il faut quand même le dire, le reconnaître. Voilà. Mais c'est bien d'être exigeant en termes d'accessibilité. Que les textes soient accessibles, limpides, c'est plutôt une qualité. Voilà. Donc ce texte a été publié pour la première fois en français en 1977 et, euh, et cette version-là que j'ai retrouvée est de 2011. J'avais la vieille version, mais j'ai aucune idée d'où je l'ai fourrée. J'ai pas mal de livres, je dois dire. Alors, je vais essayer de clarifier comme je le peux avec mes mots à moi, qui sont peut-être pas toujours plus clairs que ceux de Weiwei, ce que je comprends qu'il dit, en espérant que c'est bien ce qu'il dit. Donc, il est nécessaire de comprendre que je suis afin que je puisse savoir que je ne suis pas, pour qu'enfin je puisse réaliser que je ne suis pas et donc je suis. Surtout ne pas essayer de comprendre par la logique et la raison. Ceci dit, il est nécessaire de comprendre que je suis, donc l'être, afin que je puisse savoir que je ne suis pas. Alors, on peut le comprendre de 2 façons. Il est nécessaire de comprendre que je suis, c'est l'être, afin que je puisse savoir que je ne suis pas, moi je, l'ego. Vous voyez? Pour qu'enfin je puisse réaliser que je ne suis pas, et donc je suis. Pour enfin réaliser que je ne suis pas en tant qu'ego, en tant qu'individu, donc je suis, avec majuscule d'ailleurs, la pure subjectivité, la conscience, le soi.
La perception du vide. Être doit être remplacé par non-être, afin que toute chose puisse être. Ceci constitue la perception la perception indispensable et peut-être l'ultime savoir, que seul rien est, qu'il n'y a que n'est pas, que est n'est qu'en vertu de n'est pas, car seul rien s'appartient en propre, et seul l'état d'être de n'est pas peut être. Ceci constitue la perception du vide. Donc vous voyez, on est dans la même logique, hein. C'est grâce au vide que le reste peut exister, peut se révéler en tout cas. Ça n'existe pas nécessairement, ça peut être illusoire, mais c'est le vide qui le manifeste et qui le révèle. Illusoire ou pas, peu importe. Un peu comme l'écran et la lumière révèlent le film qui passe sur l'écran. Je vais passer un passage. Pour le mental intégral, samsara est perçu en tant que nirvana. Pour le mental divisé, nirvana est perçu en tant que samsara. C'est pourquoi ils sont identiques. Alors, le mental intégral, c'est également une formule que Ramesh Balsekar a utilisée dans un des livres de lui que j'ai traduit. Je m'en suis servi. Parce que c'était la meilleure traduction possible à mon avis. Donc le mental intégral, pour le mental intégral, samsara est perçu en tant que nirvana. C'est-à-dire que quand le mental intégral, évidemment, c'est l'esprit éveillé. Donc samsara, la forme, le monde phénoménal, est perçu en tant que nirvana. On retrouve les vieux trucs du zen et du bouddhisme tibétain aussi d'ailleurs, hein. Samsara et nirvana, nirvana et samsara, la forme est vide, le vide est forme. Voilà. Pour le mental divisé, nirvana est perçu en tant que samsara. Le mental divisé, c'est évidemment le mental qui n'est pas unifié, donc le mental qui n'est pas éveillé. Voilà. Le nirvana est perçu en tant que samsara. Donc, on confond le nirvana, le nouménal, et la forme, le phénoménal. C'est pourquoi ils sont identiques, nous dit Wei Wu Wei. Mais nirvana est noumen et samsara est phénomène. Donc, les phénomènes, ils sont provisoires, changeants, tout le temps changeants. Noumen est immuable, insaisissable et immuable. Les phénomènes changent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous deux sont cependant en tant que tels des concepts et donc irréels. Le Bouddha l'a dit, ils sont identiques. Aucun des deux n'existe, ni samsara ni nirvana. Leur virtualité ne peut être indiquée que par des termes tels que vacuité ou vide. Je continue pas plus loin, c'était pour que vous ayez un peu un aperçu. L'unité ne peut se trouver que dans la négation. Alors, ce qu'il appelle la négation, que Krishnamurti également appelle souvent la négation, en fait, c'est ce qu'on appelle en philosophie la voie apophatique ou en théologie. Ça, c'est non pas par l'affirmation ou l'ajout, mais par le retranchement, par la soustraction. On retire des éléments. Donc, l'unité ne peut se trouver que dans la négation. C'est-à-dire, on retire ce qu'il y a de trop. On peut le comprendre comme ça. Et c'est aussi un esprit qui n'est pas dans la création artificielle de quelque chose, mais au contraire, dans le vidage naturel, simplement par la pure observation, la pure conscience. La résolution de n'importe quel couple d'opposés qui constitue deux concepts ne peut être un troisième concept, elle est négation. Le vide et le plein, deux concepts, c'est leur négation qui permet, voilà, leur résolution.
Elle est ni l'un ni l'autre, neti neti chez les Indiens, ni les deux à la fois, elle est non-concept. On parle toujours de l'unité, hein. Elle ne peut par conséquent être conçue, et cela parce qu'elle est véritable et que les concepts ne le sont pas. Si vous faites abstraction des particularités des deux opposés, c'est-à-dire de l'interprétation projetée sur eux par le mental divisé, ce qui demeure est une absence, absence d'être propre ou de nature de soi, qui constitue la forme de leur quiddité, tatata. Dans le bouddhisme, tatata, c'est tel que c'est l'insiité, plutôt que la quiddité, on peut dire ça. Ça reste des concepts un peu ardus peut-être, mais les choses telles qu'elles sont. Seul je ne suis pas peut voir sujet et objet comme un. La virtualité des concepts opposés réside exclusivement dans le non-mental lui-même. Seul le pseudo-sujet les voit en tant que deux. N'étant plus concepts, ils sont pure subjectivité. Or, le pseudo-sujet, c'est l'individu, qui croit qu'il est un sujet alors qu'il est un objet. Et la pure subjectivité, c'est quand il n'y a plus madame ou monsieur, moi, je. La subjectivité se manifeste, elle objective, et nous, sujets identifiés aux objets, voyons, entendons, ressentons, goûtons, humons, connaissons. Nous voyons la clarté et l'obscurité, nous entendons le bruit et le silence, nous ressentons le plaisir et la peine, nous goûtons la douceur et l'amertume, nous sentons l'odeur et la fraîcheur, nous connaissons le bien et le mal, discrimination qui est appliquée à chaque catégorie. Tous sont subjectivité, avec une majuscule, se manifestant. Tous sont nous-mêmes, sujets identifiés, interprétant l'expérience de la subjectivité en nous-mêmes en tant que subjectivité, qui est tout ce que nous sommes. Il n'est personne pour expérimenter, il n'est rien qui soit expérimenté, il n'est que le fait d'expérimenter, et cela est subjectivité se manifestant. Il n'est pas de sujet, il n'est pas d'objet, il n'y a que subjectivité. Donc on rejoint vraiment les approches non duelles les plus radicales, hein, où il n'y a personne, il n'y a pas de moi, donc il n'y a personne, il n'y a pas d'objet, c'est tout illusoire, en tout cas imaginaire dans mon propre vocabulaire. Et la seule chose réelle qui est, c'est cette pure subjectivité. Encore un dernier, puis je vais arrêter là parce que ce sera trop long. Le vide est fondamentalement dénué de dimension spatiale. C'est une traduction de Wang Po par Wei Weiwei. Un objet est spatial, mais nulle chose n'existe véritablement dans l'espace, donc aucun objet n'existe véritablement. Pourquoi ? Parce que le non-mental ne peut être assujetti à une limitation aussi bien spatiale que temporelle et ne peut avoir aucune existence objective, ce qui est la raison pour laquelle absolument rien, même pas le non-mental, ne peut être, sinon en tant que subjectivité pure. Donc le vide est dénué d'espace mais aussi de temps. Et un objet, il est dans l'espace et dans le temps, mais nulle chose n'existe véritablement dans l'espace, donc aucun objet n'existe véritablement. C'est ce que dit Wei Weiwei. Pourquoi ? Parce que le non-mental ne peut être assujetti à une limitation. Le non-mental, c'est l'être. C'est ce que nous sommes véritablement, notre véritable nature. Effectivement, elle est, moi j'appelle l'espace infiniment ouvert.
Elle est transparente, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de couleur, je l'ai dit, transparente, elle n'a pas de forme. Donc oui, il n'y a aucune limitation. Le non mental ne peut être assujetti à une limitation, ni spatiale ni temporelle. Et elle ne peut avoir aucune existence objective. Alors objectif, comprenez bien, ça veut dire qui s'objective, hein, qui devient un objet. Voilà. Ça, c'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle absolument rien, même pas le non mental, donc notre véritable nature, ne peut être sinon en tant que subjectivité pure. Alors je reconnais que c'est un peu ardu. D'habitude, je présente des auteurs quand même plus accessibles, plus faciles. C'est pas qu'il soit pas accessible, c'est qu'il a un langage avec lequel il faut se familiariser. On n'y est pas tenu d'ailleurs, hein, mais voilà. Je le redis, c'est un auteur qui a considérablement influencé des gens comme Ramesh Balsekar. Ouais. Pas uniquement, mais comme j'ai fait des vidéos sur Ramesh. Ouais. Sans réfléchir à tout ce qui a été lu et dit, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien objectiver. Je vous remercie. À bientôt.